Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire organisé par le GAB Île-de-France sur la mise en place d'une fabrication d'aliments à la ferme, donc FAF, à destination des éleveurs et éleveuses de volailles de chair et poules pondeuses. Il va y avoir trois intervenants, Clémence Berne de l'ITAB, Thomas Minutilo de Vétagri et Pierre-Nicolas Grisel, éleveur en Essonne de volailles de chair et poules pondeuses. Bonjour, du coup moi c'est Clémence Berne, je suis chargée de mission au pôle élevage de l'ITAB et du coup dans le cadre de ce webinaire je vais pouvoir plus vous parler de la question du rationnement des animaux en lien avec leurs besoins et les apports de matières premières qu'on peut faire pour les volailles. Alors du coup juste rapidement pour me présenter plus largement l'Institut, donc nous l'ITAB on travaille sur la lecture biologique spécialement, donc on a plusieurs pôles qui travaillent sur plein de choses. Et donc le pôle élevage travaille sur l'élevage, mais on a également un pôle végétal, par exemple, qui travaille sur les grandes cultures, etc. Et notre travail, c'est vraiment de faire de la recherche appliquée sur les systèmes agroalimentaires bio, de partager ses connaissances. Donc là, c'est un cadre pour partager ses connaissances, mais on a également pas mal de documents techniques dont je vais vous reparler pendant la présentation et qui sont disponibles sur le site de l'ITAB. Et puis, bah, on fait également de l'expertise, donc notamment par exemple des formations à la demande sur la question de l'alimentation des volailles bio. Donc là, c'est un peu une introduction aux formations que je peux proposer sur ces questions-là. Mais donc voilà, on est disponible si jamais pour réaliser des formations dans tout le territoire français. Donc vous pouvez d'ailleurs nous trouver sur le site nos propositions de formation avec les objectifs pédagogiques et le programme qui est associé. Voilà. Donc du coup, plus spécifiquement sur la FAF, l'idée c'est de vous retracer un petit peu les enjeux qui sont autour de cette fabrication d'aliments à la ferme. Donc c'est, je veux dire FAF Toulon, donc fabrication d'aliments à la ferme. Du coup, l'alimentation, c'est le premier poste de charge en élevage, donc que ce soit en poulet de chair ou en poule pondeuse, et ça représente environ 60 à 65% des charges, enfin des coûts de production euh, des volailles. Donc forcément, c'est un gros enjeu quand notamment il y a des évolutions de prix sur les matières premières, comme ça a été le cas notamment entre 2022 et 2023, associé à la guerre en Ukraine, qui a notamment fait monter tous ces prix de l'alimentation. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'indice trimestriel du prix mensuel des matières premières utilisées pour l'alimentation, des poules pondeuses à gauche et des poulets à droite. Et donc on voit qu'on a eu 50% en fait d'augmentation de ce coût-là en comparaison au prix qui était sur le marché en 2020. Et donc, du coup, bah, être plus autonome, ça permet de pouvoir réduire justement cette sensibilité aux fluctuations des coûts de l'aliment. Mais c'est aussi bah, tout un enjeu d'organisation sur la ferme et de nouvelles connaissances. Et donc, pour pouvoir créer une FAF, il y a plein de choses à avoir en tête, que ce soit bah, déjà pouvoir dimensionner votre fabrique et votre production. Ça dépend forcément de votre niveau de production, de votre niveau de productivité, votre capacité à autoproduire aussi une partie des matières premières et de votre temps de travail aussi disponible parce que ça reste un temps associé en plus. Et puis c'est important de se former sur la réglementation pour savoir ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, sur les besoins nutritionnels des volailles et la formulation des rations, sur la diversité des matières premières qui sont utilisables. Sur aussi comment est-ce qu'on stocke ces matières, sur le matériel qui est associé. Donc le matériel, je laisserai la personne suivante pour pouvoir en discuter. Et là, je vais vous parler plus spécifiquement des besoins des animaux, des matières premières et très rapidement, on fera un point sur la réglementation. Donc concernant les besoins des volailles, en fait, qu'est-ce que c'est? Les... Pardon, ça passe pas. Pardon. Les besoins nutritionnels des volailles ils se décomposent en trois domaines. Les besoins d'entretien de l'animal, donc c'est-à-dire le métabolisme qui est associé en fait au métabolisme de base de l'animal. Son activité physique, le maintien de sa température interne, le fonctionnement de ses organes, etc. À côté de ça, il y a également les besoins qui sont plus associés en fait à la production, donc c'est-à-dire les besoins de croissance, notamment pour les poulets en fait, pour les volailles de chair, qui donc du coup permettent la prise de poids et de muscles des animaux. Et donc ces besoins de croissance, ils dépendent à la fois de l'espèce et de la souche, mais aussi des attentes de productivité
pour l'animal. Et puis, il y a également des besoins de production. Donc ça, c'est principalement, on parle de ça pour les pondeuses, puisque c'est vraiment l'idée de fournir des produits qui sont les œufs. Et donc, la fourniture d'œufs pour la poule est un coût énergétique et protéique, et donc qui entraîne des besoins spécifiques. Donc, en résumé, les besoins nutritionnels des volailles, c'est des besoins en énergie, en protéines, en minéraux, mais aussi en vitamines et oligo-éléments. Et donc, une notion qui est hyper importante à bien avoir en tête, c'est que, il y a une différence entre ce qu'on apporte à l'animal donc c'est les matières premières qu'on leur apporte qui vont leur permettre de fournir l'énergie et la protéine qui est nécessaire à leur fonctionnement métabolique. Mais ce qu'on apporte, en tout cas en brut, c'est pas ce qui est effectivement métabolisé et digéré. Et c'est pour ça, quand on parle des besoins des animaux, on parle souvent de besoins en énergie métabolisable et en acides aminés digestibles, puisque du coup, on prend en compte finalement tout ce qui ne va pas pouvoir être réellement consommé par les animaux. Et donc, cette digestibilité-là, cette capacité à métaboliser les nutriments, il dépend de tout un tas de choses, mais notamment de l'âge des animaux, c'est-à-dire que sur certaines, par exemple sur les fibres, les animaux plus vieux on va avoir une meilleure capacité à les digérer. La composition chimique de ces matières premières, donc notamment la question des facteurs antinutritionnels, ça on pourra y revenir un peu plus tard, et donc qui sont des matières qui vont interférer négativement avec le système digestif des volailles et qui va réduire la capacité à du coup digérer les nutriments. Et puis les fibres ont également un impact. Donc les fibres, c'est pas un composant chimique, c'est un composant on va dire mécanique des végétaux. Et donc en tout cas, les fibres vont avoir des interactions négatives avec le fonctionnement digestif des animaux. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on parle. Donc l'autre chose qui est importante, c'est du coup, on parle d'acides aminés digestibles. Donc ça, c'est pour tout ce qui est de l'ordre des besoins en protéines. Je vais pas trop vous parler des besoins en énergie, mais donc les besoins en protéines, c'est assez central quand on formule les aliments et c'est souvent ce qui est dur à équilibrer. Mais donc du coup, les besoins en protéines, c'est des besoins, on parle en acides aminés et notamment en acides aminés limitants. Parce qu'en fait, donc les acides aminés, c'est, on va dire, si une protéine, c'est un collier de perles, les acides aminés, c'est chaque perle. Et en fait, il y a des acides aminés qui ne peuvent pas être synthétisés par le métabolisme de l'animal. Et donc, qui doivent obligatoirement être apportés par l'alimentation. Donc, c'est le cas, en fait, de la méthionine et de la lysine, qui sont finalement les deux acides aminés essentiels les plus limitants dans l'alimentation des volailles. Et puis après, il y a d'autres acides aminés qui sont dits semi-essentiels ou non essentiels parce qu'ils peuvent être enfin, plus ou moins facilement synthétisés par l'animal à partir des autres acides aminés. Donc ça, c'est hyper important parce que si, quand on peut parler du coup de besoins protéiques globaux, donc on s'intéresse à la protéine brute, mais dans la protéine, il y a plein de composants et ce qui nous intéresse, c'est notamment les acides aminés limitants que sont la lysine et la méthionine. Et alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, il faut considérer que le système digestif des volailles, c'est un petit peu comme un tonneau avec des lattes, enfin des planches qui sont qu'on essaye de remplir. Et en fait, le principe de l'alimentation, c'est que si on a un facteur qui est limitant, en fait, c'est un peu comme une latte qui va être trop basse, c'est-à-dire qu'on pourra jamais remplir le tonneau parce qu'il se videra automatiquement par rapport à l'apport le plus limitant, quoi. Là, c'est ce qu'on représente sur ce schéma-là, c'est-à-dire que la lysine, par exemple, est limitante dans l'alimentation des animaux. Et donc, finalement, on aura beau apporter plus, en fait, on ne pourra pas stocker, donc ce sera de la perte, donc de la perte économique, mais aussi de la perte nutritionnelle. Et donc si on apporte plus, donc on trouve un meilleur équilibre entre ces apports-là, dans ce cas-là, on peut aller chercher du coup des objectifs de production et de productivité plus importants. Et ça, en fait, ce système de tonneau, c'est notamment parce que, c'est un peu ce que je vous disais, il n'y a pas de stockage de ces acides aminés. Donc s'ils ne sont pas utilisés, métabolisés, ils sont dégradés en énergie. Donc c'est quand même intéressant, mais pas que, ils sont aussi excrétés par les animaux. Voilà. Donc ça, c'était un peu sur... Enfin, je fais un peu court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc c'était pour vous donner quelques infos. Mais du coup, en tout cas, donc les besoins protéiques, les besoins énergétiques, on parle de besoins, mais par contre, ce que vous trouvez généralement, c'est plutôt des recommandations nutritionnelles. En fait, ces recommandations-là, finalement, c'est prendre en compte l'ensemble des besoins des animaux et ajouter une certaine marge de sécurité pour s'assurer, en fait, de ne pas pénaliser l'animal.
Et donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est que il y a aussi à avoir en tête que les animaux, ils ont un potentiel de performance qui est limité, qui est lié à leur génétique, et que en fait, on aura beau apporter aussi plus de nutriments que les recommandations, en fait, la réponse de l'animal ne pourra pas être supérieure non plus parce qu'il a son potentiel de croissance et ou de productivité d'œufs, par exemple, limité. Voilà. Et donc, du coup, on revoit bien ici, finalement, les besoins d'entretien et les besoins de production ensuite qui sont associés aux objectifs de performance. Voilà. Et donc, du coup, il y a différents scénarios et objectifs de production. Donc, selon les animaux, les apports en nutriments vont pouvoir changer. Donc ces facteurs de variation, c'est donc comme je vous l'ai dit, la race des animaux, les objectifs de productivité, donc selon pour les poulets le poids voulu à l'abattage et l'âge d'abattage, pour les pondeuses le taux de ponte souhaité. Et puis, il y a d'autres facteurs importants qui sont à prendre en compte dans ces besoins des animaux. C'est les facteurs, on va dire, de l'environnement, à savoir la saison et la température qui peuvent entraîner, du coup, des dépenses énergétiques supérieures, soit pour réduire la température en cas de canicule, température corporelle en cas de canicule, soit au contraire pour se réchauffer en cas de grand froid. Et donc finalement, vous avez des recommandations nutritionnelles du coup qui vous sont données par des généticiens. Donc généralement par souche, vous avez des recommandations spécifiques. Et puis il y a également des recommandations, on va dire, plus globales. Nous, on en a dans nos tables, on va dire, qu'on peut proposer, mais qui sont un peu adaptées à l'agriculture biologique, avec des potentiels qui sont aussi parfois plus limités dans la productivité des animaux. Et donc ça, c'est un peu ce que vous pouvez retrouver. Donc là, c'est des extraits finalement du cahier technique pour l'alimentation des volailles en agriculture biologique, qui est un cahier qu'on a produit à l'ITAB en 2015, donc ça commence à dater un petit peu, on souhaite le remettre à jour, mais qui est disponible en ligne sur le site de l'ITAB, et dans lequel vous pouvez retrouver un petit peu des apports nutritionnels recommandés pour des poulets, pour des pondeuses. Puis on a également des recommandations pour les poulettes, mais pour le coup, ils sont vraiment pas très à jour. Voilà. Bon, j'avance, n'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrais y répondre un petit peu après. Je suis désolée, ça va assez vite. Euh, on a vu un petit peu l'aspect besoin nutritionnel des animaux. Là, l'idée, c'est aussi juste de vous notifier les choses qui sont importantes dans la réglementation pour l'alimentation des volailles en AB. Donc, j'ai choisi juste deux points qui me paraissaient, pardon, ça ne passe pas, particulièrement importants. Donc la réglementation, en fait, c'est une réglementation en bio, vous le savez, qui est européenne et pour lequel, en fait, on a une déclinaison dans le guide des lectures français. Et en fait, la chose qui est importante, là, que je voulais vous dire, c'était notamment le fait qu'en agriculture biologique, on peut utiliser des matières premières qui sont en conversion, donc C1 ou C2. C'est-à-dire que si vous autoproduisez vos céréales et que vous êtes en conversion, en première année de conversion, vous pouvez utiliser jusqu'à 20% de matières premières qui sont, attention, que, en tout cas en matière première, on va dire grains, des protéagineux. Donc vous pouvez utiliser 20% de protéagineux autoproduits en C1 et vous pouvez également utiliser des fourrages. Et puis en C2, si vous achetez du coup des matières premières type grain, n'importe quel type céréales, protéagineux, tourteaux, etc., vous pouvez, plutôt graines de tournesol ou de colza, vous pouvez utiliser des graines en C2 à 25% de votre taux d'incorporation dans la ration, ça on va y revenir. Mais du coup, 25% des matières premières que vous pouvez utiliser dans votre ration, ça peut être des graines en C2. Et si vous autoproduisez, dans ce cas-là, ça va jusqu'à 100%. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en général, c'est des matières qui ont plus de mal à trouver parfois un marché et donc du coup qui peuvent être valorisables avec un coût, enfin qui peuvent être achetés avec un prix moins important et donc permettre de réduire un petit peu les coûts de la ration. Et l'autre point qui est important à noter, c'est que il est autorisé jusqu'au 31 décembre 2026 de nourrir les jeunes volailles avec 5% de matières premières riches en protéines non bio. Donc du coup, dans les jeunes volailles, en tout cas, on intègre les poulets et les poulettes et les pintades de moins de 18 semaines et les canards d'Inde et oies de moins de 28 semaines. Donc je connais un peu moins la production, on va dire, de palmipèdes et de dinde. Mais en tout cas, pour les poulets, en fait, finalement, les poulets, sur l'ensemble de leur durée de vie, ils peuvent être nourris avec 5% de matières premières non bio. Pour les autres animaux, donc notamment les pondeuses, c'est un aliment 100% bio.
Et donc, c'est dans ces 5% de matières premières non bio, on a des matières, les matières qui sont autorisées sont les suivantes, les concentrés protéiques, le gluten de maïs, les protéines de pommes de terre, les insectes vivants, attention c'est important, ou les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage. Donc ça, c'est des matières qui sont assez peu disponibles sur le marché. Et également certaines levures si elles sont indisponibles en AB. Donc en fait, ces matières premières, elles sont intéressantes parce qu'elles sont très riches en protéines et en acides aminés limitants. Et donc souvent, c'est des très bonnes variables d'ajustement des rations. Par contre, elles sont peut-être parfois plus difficiles d'accès pour des éleveurs indépendants. Voilà. Puis il y a plein d'autres choses dans la réglementation et du coup, je vous invite à vous tourner vers d'autres structures ou vers directement le guide de lecture qui est disponible sur le site de l'INAO. Et donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui concerne les matières premières pour l'alimentation des volailles biologiques. Donc en fait, là, j'ai un peu pris une ration de base en poulet de chair et je regardais qu'est-ce qui était apporté en termes d'énergie ou de protéines par quoi. Et donc finalement, les besoins énergétiques, c'est principalement couvert par des céréales et les besoins, on va dire, en protéines, principalement couverts par les tourteaux. Alors après, les protéagineux, eux, donc dans protéagineux, j'entends pois, févrole, lupin, etc., peuvent être, sont des matières plus mixtes et qui du coup permettent à la fois les apports énergétiques et protéiques. Et donc c'est souvent des très bonnes variables, enfin, matières premières d'ajustement. Là, vous avez un petit peu ça qui est revenu. En fait, c'est notamment lié, enfin, s'il y a cette différence d'apport, c'est parce que ces matières premières ont des compositions très différentes, à la fois en termes d'amidon et donc d'énergie et de protéines. Et donc, par exemple, on retrouve en fait les tourteaux, par exemple, très à droite sur le graphique, donc très riches en protéines. Les céréales plutôt à gauche et donc plutôt riches en énergie, mais moins intéressantes en protéines. Et au milieu, vous avez ces fameux oléoprotéagineux, donc des graines de colza et de tournesol non transformées. Et puis les protéagineux comme les pois et la févrole. J'ai du mal à passer mes slides. Désolée. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Hop. Et donc, du coup, quels sont les critères à prendre en compte pour voir quelles sont les matières premières intéressantes? Déjà, c'est leur valeur nutritionnelle et notamment leur richesse en protéines et en acides aminés limitants, au vu de ce que j'ai pu vous expliquer tout à l'heure. On va également s'intéresser à leur coût et à leur disponibilité, puisque l'idée, c'est que même si on FAF, c'est quand même d'avoir un coût qui soit plus faible et donc une économie possible sur l'aliment. Et puis, on va également s'intéresser notamment à l'absence de facteurs antinutritionnels de ces matières. Je vais y revenir. Mais en fait, surtout, cette question des facteurs nutritionnels va être gérée par les taux maximum d'incorporation des différentes matières dans les rations des volailles. Après, il y a également d'autres choses qui sont importantes à regarder. C'est la régularité de la composition, notamment pour les matières premières qui sont transformées. Et il y a certaines matières qui sont utilisées en agriculture conventionnelle qui ne peuvent pas être utilisées parce que leur processus de production n'est pas compatible avec l'agriculture biologique. Du coup, pour ce qui est donc juste des facteurs antinutritionnels, c'est vraiment des molécules qui sont présentes dans la composition des ressources végétales et qui ont donc un impact négatif sur la digestion des volailles. Donc, il y en a tout un tas différents. Notamment, vous avez toutes les molécules de défense des plantes et puis d'autres molécules qui sont plutôt liées à la composition, leur structure, on va dire. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est principalement les protéagineux qui, en fait, sont très riches et les oléagineux qui sont très riches en facteurs antinutritionnels. Manque de bol, c'est aussi les matières qui sont très intéressantes pour les apports protéiques. Mais donc, du coup, en fait, il y a différents process qui permettent de limiter ces facteurs antinutritionnels. Donc, il y a des molécules qui sont thermolabiles, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles au traitement thermique. Et par exemple, vous voyez là dans le graphique, il y a le soja qui revient plein de fois. En fait, le taux de soja, il est chauffé. Et donc, c'est pour ça qu'on a une destruction finalement des facteurs antinutritionnels. Et c'est pour ça qu'il peut être utilisé à si grand taux d'incorporation dans les rations des animaux. Et sinon, il existe d'autres moyens de gérer un petit peu ces facteurs nutritionnels. Les choix variétaux et la sélection a beaucoup fait évoluer
les compositions des différentes matières. Par exemple, c'est le cas pour la févrole où il y a une sélection sur la vicine et la convicine, qui sont des matières qui avaient un impact négatif sur les performances des animaux, notamment des poules pondeuses. Et puis après, il y a également des traitements mécaniques qui peuvent être faits. Par exemple, toujours sur la févrole, il est possible de décortiquer la févrole pour limiter en fait la présence de tanins dans finalement la graine qui va rester et donc améliorer le taux d'incorporation et les valeurs nutritionnelles de cette matière. Voilà. Et donc du coup, en tout cas, les différentes matières premières, là ce que je vous présente, c'est finalement des graphiques sur leurs apports nutritionnels, que ce soit donc à gauche en énergie ou à droite en acides aminés et en protéines. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il existe aussi tout un tas de matières premières, qu'elles ont des intérêts nutritionnels qui sont variés, même si ça reste relativement proche. Mais donc par exemple, ce qu'on peut notifier, c'est que le sorgho est une céréale qui est intéressante car très riche en énergie. Toutefois, c'est la céréale qui est quasiment la moins riche en acides aminés, notamment en lysine. Et donc finalement, ce qu'on va chercher dans une céréale, c'est peut-être un profil plus intermédiaire, plus mixte, on va dire. Et par exemple, le triticale fait bien ça. Alors là, je me rends compte que sur mon graphique à droite, vous ne voyez plus la barre du triticale, je ne sais pas pourquoi. Mais donc le triticale, en tout cas, c'est une matière qui est plus équilibrée, c'est-à-dire qu'elle est riche en énergie et elle est également plutôt bonne en apport de lysine et de méthionine. Pour les oléoprotéagineux, c'est la même chose. On va chercher quand même des matières qui sont relativement équilibrées ou on va aller chercher certaines matières pour équilibrer, par exemple, l'énergie. On voit le tournesol, par exemple, les graines d'oléagineux comme le colza et le tournesol sont des graines qui sont très riches en énergie, donc qui peuvent être incorporées à petite proportion pour équilibrer des rations. Ou après, vous avez toujours, pour les apports, on va dire, protéiques, le soja toasté sous forme de graines, qui est finalement le protéagineux le plus intéressant pour ses apports en lysine et méthionine. Pour ce qui est du poids et de la févrole, c'est souvent en fait des bons compromis parce qu'ils sont moins chers et plus disponibles sur le marché, tout en ayant des compositions nutritionnelles relativement équilibrées. Et pour les tourteaux, ben, sans surprise, le tourteau de soja, comme vous le voyez à droite, a des apports en fait en lysine très importants. C'est pour ça que c'est une matière qui est très utilisée dans l'alimentation des volailles et notamment des poules pondeuses. Mais c'est aussi une matière qui est très déséquilibrée. Comme vous le voyez, en fait, le rapport entre méthionine et lysine est assez... Enfin, n'est pas, c'est pas une matière qui est équilibrée, donc c'est-à-dire que quand on met beaucoup de tourteau de soja, on va avoir du mal après à équilibrer la méthionine dans la ration, mais ça reste voilà, une matière qui est très utilisée. Cependant, on a d'autres tourteaux qui peuvent être d'intérêt et qui sont un peu plus équilibrés. C'est le cas du tournesol qui est, comme vous le voyez sur la barre noire, moins riche en lysine, mais assez intéressant en apport en méthionine. Voilà, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Et en fait, ce qui est important à noter, c'est que toutes ces matières premières, elles ont une limite d'incorporation qui est donc associée aux facteurs antinutritionnels dont on a pu discuter. Et en fait, c'est ce qui fait qu'ils peuvent plus ou moins être intégrés en grande quantité dans les rations. Et donc, notamment, par exemple, certains tourteaux sont très limitants. C'est le cas du tourteau de soja, du tourteau de colza, par exemple, qui peut pas être incorporé à plus de 6% pour les aliments en poule pondeuse euh, ou je sais pas, la févrole qui pareil ne peut pas être incorporée à plus de 7% dans la ration d'une poule pondeuse. Quand les céréales sont souvent des matières qui peuvent être incorporées en plus grande quantité, c'est normal, la majorité de la grande base de la ration, la première matière première des rations, c'est toujours une céréale. Voilà, et dernier point, n'oubliez pas de faire analyser, si vous vous autoproduisez, de faire des analyses de vos matières premières, parce qu'en nature biologique, on a notamment une assez grande variabilité des apports nutritionnels, et donc vous pouvez tester, notamment ce qui est intéressant, c'est de tester toujours la matière azotée totale, donc l'équivalent de la protéine brute, pour s'assurer qu'on n'a pas justement une céréale qui est vraiment très pauvre en protéines brutes, et qui risque du coup, si elle est incorporée dans une ration, de déséquilibrer cette ration. Voilà, je passe là-dessus. Et juste pour vous dire que pour les matières premières, en tout cas, enfin, pour justement gérer ces apports, ces besoins des animaux et les apports permis par les matières premières, il y a des outils de rationnement qui existent. Nous, notamment à l'ITAB, on travaille avec un outil Excel qui s'appelle l'outil OKNet EcoFit, donc qui nécessite une petite formation et qui n'est pas forcément c'est pour ça qu'on le diffuse pas très largement, mais du coup, il permet en fait de rationner, c'est-à-dire d'incorporer différentes matières premières à des proportions différentes pour finalement apporter les nutriments nécessaires
aux besoins des animaux. Voilà, merci. Merci beaucoup, Clémence. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois qu'il y avait des questions qui sont posées aussi dans le chat, mais j'ai pas compris la première question. Est-ce possible d'avoir les solides ITAB? Est-ce que c'était peut-être les documents? Euh, N'hésitez Peut-être pas les à slides. poser vos questions. Mm. J'ai juste une question qui est écrite, c'est est-ce que les facteurs antinutritionnels, ils concernent ici que les gallinae ou est-ce que gallinacées, pardon. Je suppose que c'est peut-être des questions aussi par rapport aux autres monogastriques. Mm. Du coup, non, en effet, en fait, les facteurs antinutritionnels, ça concerne tous les animaux. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles à certains facteurs antinutritionnels que d'autres. Mais par exemple, enfin moi, je travaille aussi sur l'alimentation des porcs et en fait, la question des facteurs antinutritionnels des protéagineux et des oléoprotéagineux, c'est aussi un problème en porc. C'est juste que ça, comment dire, il y a des niveaux de tolérance différents à ces facteurs antinutritionnels. Et de toute manière, ça, on va dire que c'est géré par, dans les recommandations, les taux maximum d'incorporation de ces matières. Mais donc, les facteurs nutritionnels ont un impact, les deux, à la fois sur des questions, enfin là, j'ai parlé beaucoup sur l'impact sur la productivité, mais ça peut avoir aussi des impacts sur la santé des animaux. Et du coup, disons que la réponse des espèces est complètement différente, à ces molécules, de défense des plantes. Par exemple, sur les porcs, ça peut les faire gonfler parfois ou avoir d'impact. Enfin, il y a certaines matières qui leur font fermenter, on va dire, et du coup, ils gonflent. Ça va pas avoir les mêmes impacts sur les volailles. La question des fibres, l'impact est aussi différent sur les systèmes digestifs des volailles que sur les systèmes digestifs des porcs. Voilà, c'est un petit peu des choses différentes. Il y a pas mal de références là-dessus. C'est beaucoup des documents de recherche en anglais, mais en tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, je peux vous transmettre des documents pour rentrer plus dans les détails. Merci. Bon, en gros, en fonction des monogastriques avec lesquels vous souhaitez faire votre élevage, effectivement, il n'y aura pas les mêmes niveaux C'est ça. de Et c'est besoins. référencé, du coup, dans les outils de rationnement, en général, vous avez ces Ouais. informations-là, enfin, les taux d'incorporation qui vous donnent des infos sur ces facteurs antinutritionnels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous souhaitez, vous pouvez écrire sur le chat ou vous pouvez aussi lever la main ou ouvrir votre micro, n'hésitez pas. Donc là, il y a une question. Quel organisme peut nous accompagner pour mettre en place un système de ration? Parce que effectivement, c'est pas évident de mettre un système de ration. Je propose qu'on réponde à cette question. Je la mets de côté, un peu enfin, parce que on va avoir plusieurs intervenants, dont Pierre-Nicolas Grisel, l'éleveur, et puis aussi le technico-commercial de chez Vetagri, pour avoir un petit peu toutes ces informations. Mais la réponse de Clémence sera très importante aussi, et la réponse d'ailleurs de vous tous. Voilà. Euh, Moi, j'ai une question en plus. Tu parlais de faire des analyses de ces cultures, enfin, ou au moins de ce qu'on va mettre dans sa FAF. Est-ce que tu conseilles des organismes pour faire ces analyses ou pas? Non, c'est vrai que ça, c'est une question qui revient souvent. En fait, mais comme je forme à l'échelle nationale, j'ai pas les détails de tous les laboratoires d'analyse à l'échelle nationale. Je connais ceux qui sont dans l'Ouest. Et donc, non, en fait, c'est beaucoup. L'idée, c'est d'aller se rapprocher du coup des différents laboratoires qui existent pour faire ces analyses. Donc, c'est un peu. Enfin, je sais pas si vous avez l'habitude de faire des analyses de sol ou ce genre de choses. Généralement, ça peut se faire dans les mêmes structures. Et après, il faut demander des devis parce que du coup, les coûts sont parfois différents selon les structures. Après, je sais que par exemple, les fournisseurs de compléments minéraux et vitaminés peuvent proposer en fait d'analyser certaines matières premières pour justement proposer des compléments. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez voir aussi avec eux et parfois avec des tarifs plus préférentiels. Voilà. Et après, donc là, j'ai pas parlé du détail des analyses, mais du coup, ce qu'on fait classiquement, c'est, on va dire, le taux de matière sèche et le taux de matière azotée totale pour avoir la protéine brute. Cependant, selon les différents types de matières premières que vous utilisez, il peut être intéressant d'aller chercher également d'autres informations, comme la cellulose brute qui donne des infos sur les fibres, donc qui peut être important, par exemple, pour des tourteaux de tournesol, ou la question de la matière grasse pour des matières qui sont aussi très riches en graisse, donc les tourteaux en font aussi partie. Et enfin, il peut être intéressant parfois, enfin c'est des analyses qui sont plus chères, mais on peut faire des aminogrammes, c'est-à-dire de du coup avoir la déclinaison des apports en acides aminés des matières premières
Mais c'est une analyse qui est très chère. Il coûte entre 100 et 200 euros l'acide aminé et jusqu'à 500 euros l'aminogramme complet. Donc souvent c'est inaccessible. Et du coup, ces données-là d'apport table des matières premières en acide aminé, vous les trouvez dans les références qu'on a nous dans les tables bio ou sur Internet pour le conventionnel sur le site feedtables.com. Je vais vous le mettre dans la conversation. Et Merci du coup, beaucoup. non, j'ai pas de recommandations pour des laboratoires. Ok, bah, alors, bon, je pense qu'il y en a qui auront des recommandations. Après, moi aussi, je vous en mettrai. Euh, Merci pour le lien. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Eh bien, on va pouvoir passer à Thomas. Je vais te laisser te présenter. Je voulais juste vous dire, parce que c'est important, ici, il y a Thomas Minutilo qui est là en tant qu'expert en FAF et le GAB ne fait pas forcément de promotion pour Vetagri. L'important, c'est d'avoir vraiment l'avis de toutes les parts du métier, de l'éleveur, de l'institut technique et puis d'un technicien commercial. Voilà. Donc, c'était juste pour préciser. Alors, bonjour à tous, moi du coup Thomas Minutilo, société Vetagri. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Vetagri c'est une entreprise spécialisée dans l'aliment minéral. Donc on fabrique tout type de minéraux, donc que ce soit pour monogastriques, ruminants, équins, etc. Donc nous on agit au niveau département monogastrique en direct élevage, donc avec les éleveurs de porcs et de volailles, donc chair ou ponte. Donc tout cahier des charges confondu, donc ça peut être bio, conventionnel. Euh, donc là-dessus, nous, on intervient donc, dans le commerce de minéraux forcément, mais aussi au niveau du suivi technique des élevages, au niveau de la conception de la fabrique, donc sur quoi j'interviens aujourd'hui, euh, et aussi sur la formulation des rations. Donc après la question du coup de Corentin Pinsard qui demandait du coup, non, non, c'est pas lui. Ah bah j'ai plus le nom. Bah voilà. Au niveau des rations, donc au niveau des questions de Stéphane. Donc ça, c'est des choses que nous, on vient mettre en place dans les élevages. C'est nous qui montons les rations avec discussion avec l'éleveur. Du coup, selon le type d'élevage, selon les objectifs d'élevage aussi, ce qui est important. Parce que en agriculture biologique, c'est sûr que c'est pas de l'élevage conventionnel. Donc on a peut-être un peu plus le temps d'aller chercher certaines performances. Donc voilà. Donc je vais essayer de partager ma présentation. Tac, hop. Est-ce que vous voyez bien? Vous m'entendez toujours? Ouais, ouais, c'est bon. Je vais couper la Ouais, caméra parce c'est que tout bon. C'est bon. C'est tout bon. On ouais, voit je vais tout, on couper la entend tout. caméra. Ok, super. Donc moi je vais parler du coup conception d'une fabrique, donc du matériel. Je suis pas vendeur de matériel, mais c'est vrai que nous on intervient sur cet aspect-là parce qu'aujourd'hui il est important pour les éleveurs d'avoir du conseil là-dessus, du coup, avant de monter une fabrique. Et ça va du coup avec tout le dossier formulation pour savoir au niveau du stockage, tout ça qu'on va voir par la suite. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah, c'est bon. Donc, je vais faire un petit sommaire. Donc, je vais d'abord vous dire pourquoi aujourd'hui il est intéressant de venir fafer. Donc, c'est un verbe qui n'existe pas forcément, mais on le conjugue quand même parce que faf, donc c'est fabrication d'aliments à la ferme. On verra du coup la conception de l'atelier et quelques données sur la qualité, hygiène et réglementation. Donc, par rapport à une fabrique. Donc, pourquoi fafer? Donc, il y a trois intérêts principaux aujourd'hui à fabriquer son aliment du coup à la ferme. Donc, dans un premier temps, il va y avoir un intérêt économique, donc au niveau de la rentabilité globale qui sera améliorée. Donc, ça contribue en fait à l'optimisation de l'exploitation agricole, donc tout en utilisant les matières produites sur l'exploitation et en optimisant du coup les formules sur le plan technique et économique. La deuxième chose, ça sera du coup au niveau social, donc autonomie accrue. Donc là, on va réduire en fait la dépendance aux fournisseurs externes, du coup, ce qui est crucial en cas de pénurie ou de fluctuation des prix. Donc ça renforce aussi le lien au sol et avec le territoire. Donc il faut savoir que la FAF, ça participe quand même à un modèle d'élevage durable, bah, du coup, parce qu'elle va permettre de valoriser en fait des ressources locales
et ainsi limiter du coup des transports, des émissions de CO2 qui seront associées à ça. Et un troisième point, ce sera du coup plutôt technique avec une personnalisation des formules d'aliments. Donc, ça offre du coup la possibilité d'optimiser des formules en fonction des besoins spécifiques de l'élevage, tout en améliorant du coup la santé, la productivité, du coup selon les objectifs de l'éleveur, et des ajustements de formules qui est quand même beaucoup plus rapide par rapport à si on se fournissait de l'aliment complet. Donc, au niveau de la conception de l'atelier. Donc, on va commencer par la réception. Donc, dans plusieurs cas, il peut y avoir des fausses de réception. Donc, c'est vrai qu'en bio, on en a un petit peu moins parce qu'on verra que les quantités de céréales stockées est quand même moindre. Donc, ça, comme vous voyez sur la photo, donc avec une grille dessus, ça c'est obligatoire parce que du coup, ça permet d'éviter que tout produit tel que, par exemple, quand on se fait livrer des camions, qui est des boulons, des choses comme ça, passe dans la matière première, ou même qu'une personne puisse tomber dans la fosse. Il y a aussi la vis sur chariot. Donc, ça, c'est ce qui est le plus répandu dans les élevages bio. Donc, c'est un tracteur voilà, qui vient béner en fait dans une trémie qui est rattrapée par une vis et qui va charger directement les cellules ou les cases où on place le stockage au sol. Et en troisième, c'est la trémie mobile, donc qu'on peut bouger. Donc, quand on s'en sert plus, on la colle contre le mur. Et sinon, on la met en sorte qu'on puisse livrer un camion dedans, vider son tracteur. Et ça va en direct d'un élévateur vers les cellules. Donc, au niveau du transfert, donc il y a deux types de transfert. Il y a la transfert mécanique, donc avec des élévateurs. Donc, c'est une chaîne à godet qui va prendre la céréale, qui va la monter au plus haut pour la déverser dans les cellules ou par vis. Et en pneumatique, où là, par contre, ça va être plutôt du coup, de l'aspiration de grains et ça va être soufflé vers les cellules de stockage. Donc, au niveau du nettoyeur, donc c'est quelque chose aujourd'hui, pas tout le monde l'a. Donc, c'est un point qu'on va quand même appuyer dessus au niveau des éleveurs qui commencent à monter leur fabrique, parce que ça va être important de nettoyer sa graine du coup avant de stocker. Donc il y a plusieurs nettoyeurs. Donc il y a le pré-nettoyeur à turbine. Donc celui-ci, ça va permettre une élimination par contre, pardon, des particules légères sur grains secs, donc avant stockage. Donc ça, c'est ce qui est le plus répandu, c'est le moins coûteux. Il y a le nettoyeur séparateur à grille plane inclinée. Donc lui, il va être adapté du coup aussi bien pour le nettoyage poussé qu'au calibrage de toute espèce. Donc en bio, c'est vrai que des fois, on fait tout ce qui est métail, on fait des mélanges dans les cultures, donc ça permet de trier la graine. Et le nettoyeur calibreur à tambour rotatif. Donc là, il est adapté au nettoyage et au calibrage des céréales à paille et des oléagineux. Donc voilà, ça c'est trois choses qu'on retrouve. Le plus fréquent, c'est quand même le premier, le pré-nettoyeur à turbine. Au niveau du stockage maintenant, donc on arrive sur deux types de stockage. Donc il y a le stockage en cellules, donc c'est des cellules cylindriques en tôle, ondulées, donc ou des cellules carrées, des cellules rectangulaires, on peut avoir plusieurs choses. Et on peut avoir aussi des stockages en case. Donc ça, c'est avec des cloisons mobiles en béton ou métallique ou des cloisons fixes en parpaing et en bois comme on voit sur la photo pour stocker du coup les céréales. Donc il faut savoir que les stockages en cellules, c'est quand même le plus répandu dans les élevages qu'on voit. C'est le plus couramment utilisé et du coup aussi un peu le moins coûteux, on va dire. Donc aujourd'hui, au niveau des cellules, stockage de cellules, l'idéal, c'est les cellules qu'on appellerait des venticones. Donc ça, c'est le nom commercial d'un des distributeurs de ces cellules. Ça veut dire que le cône n'est pas dans la terre, il est surélevé et ça permet du coup une meilleure ventilation. Et c'est un cône en tôle. Donc, il y a même la possibilité d'y passer en dessous, passer des coups d'aspirateur. Donc au niveau du nettoyage, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, pour ventiler ces types de cellules, dans les cellules en stockage cellule, donc c'est le venticone, comme je vous ai dit, avec une ventilation qui passe par le dessous. Et en stockage en case, donc ça peut être de la ventilation verticale, donc avec les tubes qu'on va mettre dans le grain,
ou par des gaines qu'on mettra sous les grains pour pouvoir passer un ventilateur et ventiler le grain. Donc au niveau du cœur de fabrique. Donc au niveau du cœur de fabrique, donc il va y avoir trois fonctions essentielles. Donc le pesage, le broyage et le mélange. Donc aujourd'hui, ces trois postes sont souvent du coup regroupés dans le même ensemble broyeur-mélangeur, donc sur jauge de contrainte. Donc en fait, l'alimentation en matières premières et minéraux et le transfert des aliments, donc il va être réalisé soit par voie mécanique qu'on verra tout à l'heure ou pneumatique. Donc l'objectif principal du cœur de fabrique, ça va être en fait d'obtenir un mélange homogène et la technologie du coup qui va être mise en place doit donc répondre aux intérêts nutritionnels et ainsi qu'aux exigences réglementaires. Donc ces fonctions sont généralement automatisées aujourd'hui. Donc il y a des ordinateurs qui pilotent ça. Donc ça permet de gagner quand même du temps que de le faire manuellement. Donc au niveau du coup du groupe broyeur-mélangeur, donc comme je le disais, il y a de façon mécanique, donc ça va être avec des vis, ou de façon pneumatique, donc ça va être avec aspiration des matières premières et après rejeté par soufflerie vers les silos d'aliments finis. Donc là, c'est des marques que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Donc en marque de fabrique, ça peut être du Toit, donc comme vous voyez en vert, ou du Skjold. Donc, ils ont des particularités assez différentes, donc on pourra en rediscuter plus tard sur le moment d'échange, où il y a encore du FAO, du Electra. Voilà, il y a différentes marques qui peuvent être intéressantes. Toujours au niveau du cœur de fabrique, donc au niveau du broyage maintenant, donc il y a deux types de broyeurs. Le broyeur à marteau, donc ce type de broyeur, donc c'est composé d'un rotor, tout simplement, sur lequel en fait il est fixé plusieurs rangées de marteaux. Donc ça, il peut être placé au-dessus d'une mélangeuse type gravitaire ou placé en fait à côté de la mélangeuse et là c'est avec expulsion de la farine. Donc ça, c'est un broyeur qui est fréquemment utilisé aujourd'hui. Donc, c'est quand même de l'entretien. Il faut changer les marteaux. Donc, il y a quatre sens de marteau. Il y a le changement de la grille à prévoir aussi. En deuxième, donc, c'est le broyeur à disque. Donc là, aujourd'hui, sur le terrain, aujourd'hui, c'est que la marque Skjold. Il n'y a que eux qui le font. Donc, des avantages surtout sur les monogastriques monogastriques, pardon, volailles et, de chair et ponte. Donc lui, c'est un broyeur qui permet en fait de broyer avec une granulométrie variable, sans la contrainte du coup de changer la grille. Donc c'est quand même un petit peu plus coûteux par rapport à le marteau à grille, mais au niveau de la granulométrie, ça fait un travail quand même qui est assez remarquable. Donc en fait, la matière première va simplement passer entre deux disques de carbure, et en fait l'écartement, il va être réglé automatiquement. Donc ça dépendra de la matière première qui passe. Donc quand ce sera du maïs, quand ce sera du blé et d'autres matières premières, l'écartement pourra être changé. Donc là-dessus, on pourra revenir tout à l'heure sur le temps d'échange pour vous en dire plus là-dessus si vous avez des questions. Au niveau du mélangeur aujourd'hui, donc il y a deux types de mélangeuses. Donc il y a une mélangeuse verticale. Donc comment ça fonctionne? En fait, déjà, le temps de mélange sera beaucoup plus long que l'autre mélangeuse que je vais vous proposer. Donc, c'est la mélangeuse verticale, c'est 20 minutes en moyenne de mélange. Donc, le brassage, en fait, il va s'effectuer par une vis verticale qui remonte l'aliment du bas vers le haut de la cuve verticale. Et la deuxième mélangeuse, c'est la mélangeuse horizontale. Donc là, par contre, en temps de mélange, on va être sur un temps réduit à 6 minutes, donc beaucoup plus rapide. Donc, donc voilà. Ça, c'est deux outils qu'on retrouve dans nos élevages volailles. En répartition, je pense qu'on est équivalent. Après, tout dépend toujours de l'effectif, votre cheptel, votre nombre de volailles, etc. Parce qu'après, il peut y avoir les capacités qui changent. Donc, on peut avoir des mélangeuses qui fabriquent 1 tonne à la fois ou des mélangeuses qui fabriquent 500 kilos à la fois. Donc, au niveau de la qualité maintenant, hygiène et réglementation, donc au niveau de la traçabilité des matières premières, donc on va devoir faire des registres.
Donc, les éleveurs, vous devez aujourd'hui vous assurer en fait de la traçabilité de matières premières, des aliments finis, donc pour assurer une sécurité alimentaire des animaux et des hommes. Donc, ces informations, donc, ça va concerner quoi? Ça va concerner l'entrée et le stockage des matières premières, ainsi que du coup la fabrication et le suivi de vos produits finis. Donc, ça doit être enregistré selon plusieurs méthodes, donc sur des supports assez différents. Donc, ça peut être sur une fiche, sur un cahier, un agenda, ça c'est à votre convenance ou sur des logiciels Internet. Et ces documents-là doivent être conservés pendant 5 ans. Donc, tous les 5 ans, vous pourrez vous en séparer. La deuxième chose, c'est l'échantillonnage. Donc, l'échantillonnage, donc il y a un protocole qui doit être mis en place. Donc, pour chaque matière première qui rentre dans vos cellules, il doit y avoir un échantillon de réaliser pour chaque matière première par an. Et pour les produits finis, au moins un échantillon par an, pareil, ou à chaque changement de formule. Donc, les échantillons, donc, ils peuvent être prélevés soit à la livraison des matières premières, si vous achetez d'une Écosse de matières premières, soit dans vos remorques quand vous ramassez vos propres céréales. Donc, il y a des protocoles. Donc, l'idéal sur une remorque, c'est de prendre un échantillon, mais avec 3 prises. Donc, début de remorque, milieu de remorque et fin de remorque, donc pour avoir un mélange assez homogène. Donc, là-dessus. Et ça, par contre, ces échantillons-là, ils doivent être conservés pendant 1 an, jusqu'à ce que la matière première ne soit plus utilisée dans l'élevage. Donc, là-dessus. Au niveau de l'entretien de la fabrique, donc il y a un plan de nettoyage à respecter, il y a un plan de nettoyage à mettre en place au niveau de la fabrique. Donc il faut être assez rigoureux là-dessus. Donc c'est un balayage complet qui doit être au moins réalisé une fois par an et toutes les poussières éliminées, c'est à mettre au compost. Il faut que ça chauffe, c'est pas à épandre tout de suite dans les champs parce que ça veut dire qu'on enlève des impuretés qu'on remet dans le champ, donc c'est pas super terrible. Au niveau du bâtiment, donc il y a un plan de dératisation à respecter, donc pour éviter que les rongeurs viennent dans vos cellules de stockage. Et au niveau des oiseaux, pareil, protection des cellules de la graine pour éviter qu'ils viennent faire leurs excréments sur les grains et polluer la graine, quoi. Et au niveau de l'entretien, donc c'est de l'entretien assez régulier du coup assez régulier de la fabrique. Donc, mettre de la graisse dans votre fabrique, sur les vis, si elle est mécanique. Au niveau des marteaux, au niveau du broyeur, c'est là où il y a le plus d'entretien. Donc, au niveau des marteaux, il faut les tourner. Donc, il y a 4 côtés qu'on peut utiliser. Au niveau de la grille, pareil, il faut la tourner ou la changer. Et au niveau des disques, pareil, ça se change. Donc, si l'entretien est fait de façon régulière, il y aura moins de problèmes. Parce que si on s'y prend toujours au dernier moment, c'est là où du coup ça nous prend un peu plus de temps et souvent c'est le dimanche que ça arrive, donc c'est pas forcément agréable. Donc voilà, de l'entretien régulier de là-dessus. Et au niveau de la réception, aujourd'hui, maintenant, du stockage et des intrants. Donc pareil, réception, donc nettoyage. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, utiliser des pré-nettoyeurs. Donc ça, c'est très très important. Donc on va enlever tout ce qui est enveloppe de la graine, etc. C'est en fait c'est dans ces poussières-là en fait que 90% tout ce qui est mycotoxines, moisissures, champignons vont se loger. Donc ça veut dire que si le grain n'est pas nettoyé, vous allez apporter toutes ces choses-là du champ dans vos stockages et ça va arriver du coup dans l'alimentation de vos volailles. Et comme disait Clémence, donc ça peut faire il peut y avoir des risques derrière, donc sur la productivité, sur le comportement des volailles aussi. Donc, pour vous faire un petit peu flash de cette année 2025, donc au niveau des mycotoxines, c'est vrai que cette année, c'était une année particulière, surtout sur le maïs. Et beaucoup de nos éleveurs bio ne nettoient pas forcément leurs céréales. Donc forcément, c'est donné aux volailles et derrière, on a des grosses catas. Donc après, il y a le fait de fabriquer à la ferme permet aussi d'incorporer du coup des supplémentations dans vos minéraux, dans vos aliments et de régler le problème assez rapidement. Donc avec des capteurs de mycotoxines qui vont gérer la chose. Donc ou sinon diminuer en fait le pourcentage d'incorporation de la matière première concernée et
et pouvoir gérer la chose. Donc avec pareil des analyses, comme disait Clémence au préalable. Donc nous, c'est des choses qu'on propose à nos éleveurs, des analyses, donc chimie, donc sur chaque année des analyses chimie pour pouvoir formuler par rapport à la réalité de vos échantillons, et des analyses mycotoxines, donc pour avoir un coût approximatif, une analyse chimie pour connaître la protéine, etc., c'est à peu près 80 euros. Et une analyse mycotoxine, ça va être dans les 150 euros. Donc, on a, nous, un laboratoire. Je ne sais pas si les éleveurs peuvent passer en direct, mais c'est un laboratoire breton. Donc, c'est Capinov. Donc, il appartient à la COP Eureden. Donc, c'est là-bas qu'on fait nos analyses, nous, personnellement. Donc, ça peut être aussi des analyses granulométrie et d'autres choses qui restent importantes pour la volaille. Donc, très important, ce nettoyage de matières premières et à la réception, pareil, si c'est des matières premières que vous achetez à des coop ou à des marchands de négoce en bio, très important de vérifier votre marchandise avant livraison. Une marchandise qui descend du camion ne pourra pas être envoyée. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous voyez des charançons, des choses comme ça, à refuser les camions. Donc, par rapport à ça, au niveau du stockage, donc au niveau de la graine, il y a des normes à respecter. Donc au niveau de l'humidité au stockage, donc par exemple du blé de l'orge, vous serez moins concerné en volaille pour l'utiliser, mais on a des seuils à 14% d'humidité. Donc cette année avec des années assez pluvieuses, donc ça a été un peu catastrophique. Donc on a été plutôt sur des blés à 16, 17, 18. Donc pour conserver ça, un produit humide, ça risque d'être compliqué. Donc, bien penser à faire soit sécher sa graine ou, euh, ou la laisser comme les autres années dans le champ sécher et ramasser. Mais bon, cette année, ça a été une année assez particulière là-dessus. Donc, pareil, stockage, une graine qui arrive à 16 d'humidité, un camion acheté, il faut refuser. Il y a autorisation de refuser. Donc, contrôle des matières premières, tout ce que je vous racontais, et ventilation. Donc, très important, la ventilation des cellules, ça c'est quelque chose, il faut être quand même assez rigoureux. Donc, ça ne se fait pas tout le temps. Il faut qu'il y ait une consigne à 7 degrés entre la température de la cellule et de l'extérieur, parce qu'après, si on ventile quand il fait très chaud ou très froid, on peut créer de la condensation ou des gouttelettes vont qui vont aller le long des parois, et du coup apporter de l'humidité à vos grains, de la moisissure, etc. Donc là-dessus, on pourra pousser un peu plus la chose sur la ventilation si vous le souhaitez. Donc après, ça dépend de la matière première. La durée peut être du coup plus ou moins supérieure. Donc j'ai oublié quelque chose, pardon. Donc ce qu'il faut retenir surtout sur la réception et le stockage des intrants, c'est qu'une matière première mal conservée, c'est de l'énergie en moins dans vos formules, des protéines dégradées, des levures, des moisissures, des mycotoxines qui vont être pénalisantes pour votre productivité. Donc vraiment cet aspect stockage, on pourra ça en reparler, mais c'est vraiment le point quand même le plus essentiel dans la fabrique. Donc c'est vrai qu'il faut être quand même assez rigoureux là-dessus. Et après, aujourd'hui, enfin, les éleveurs y arrivent, donc pour vous, ça sera de la même chose pour plus tard. Si vous montez une fabrique, quoi, il n'y a aucune raison. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas et je pourrai vous y répondre. Eh bien, merci beaucoup, Thomas. Il y a quelques questions, mais je pense que je vais poser une première question avant de répondre, d'avoir les autres questions. Est-ce que tu aurais des coûts moyens, peut-être pour des systèmes plutôt bio, de tout ce que tu as pu présenter? Si par exemple un éleveur il souhaite mettre en place une FAF à peu près, est-ce qu'il en a entre 20 000 et 200 000 ou est-ce que tu pourrais donner une petite fourchette pour que les éleveurs puissent au moins se situer? Alors, en bio, la particularité, c'est que des fois, c'est des plus petits élevages qu'en conventionnel. Donc, c'est vrai, des fois, investir dans du neuf n'est pas forcément terrible. Donc, aujourd'hui, sur tout ce qui est les sites marchands, Le Bon Coin, etc., il y a des bonnes occasions. Donc, beaucoup d'éleveurs achètent d'occasion des fabriques pour commencer.
Et après, il y a la particularité aussi de l'Île-de-France où il existe des subventions. Donc, il y a des départements, c'est plus ou moins. Île-de-France, si je me trompe pas, c'est 50-55%. Donc, une fabrique neuve dont les devis j'ai pu voir, donc je vais vous dire dans la globalité parce que détailler, c'est quand même assez compliqué, mais c'est à peu près entre 90 000 et 100 000 euros. Mais quand on enlève 50%, voire 55% avec la subvention, c'est vrai que ça fait une fabrique à 40 000 euros. Donc, Ah, non, non, non. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sans la subvention parce que, ah bah, c'est entre effectivement, en 90 000 et Île-de-France, on est 100 000. avantagé. Ouais, 90 Comment? 000 à 100 000 à peu près. 90 000 à 100 000. Après, tout dépend de s'il y a déjà du stockage existant, pardon, ou enfin, en fait, tout dépend de ce qui est à faire sur l'exploitation. Si je peux me permettre de compléter, ça dépend quand même de la taille ça dépend clairement de la taille des installations. Là, il y avait quelqu'un qui avait répondu dans la conversation sur un tarif à 23 000 euros. Nous, en tout cas, dans les derniers devis qu'on a pu demander pour des plus petites installations. Alors, le problème, c'est que j'ai pas les détails de pour combien c'était de volailles, mais du coup, on peut quand même descendre en dessous. Enfin, une FAF qui est pas très automatisée, donc qui va nécessiter peut-être plus de travail manuel, parce qu'en fait, le prix dépend aussi beaucoup de l'automatisation, comme tu as pu aussi en parler, et du volume qui peut être produit, mais du coup, ça peut descendre à quand même 30 000 euros la chaîne. Neuve, mais donc pour des plus petites infrastructures. Et souvent, ils ont plutôt des broyeurs-mélangeurs combinés, donc broyeurs-mélangeurs inclinés par exemple chez Electra, ou il existe un système relativement similaire chez Toy par exemple. Mm. Mais enfin voilà, ça dépend clairement du volume qui est à produire. Donc c'est pour ça que c'est difficile de donner des chiffres et qui plus est, ça a beaucoup évolué là ces dernières années. Mais la palette est large. Disons que ça va, je dirais, ouais, de 25 000 pour une chaîne pas très optimisée et pas très grande, s'il y a déjà un peu de stockage, à jusqu'à 100 000 euros pour une chaîne très importante. Et après, comme tu le disais, il y a toute la question de l'occasion. Il y a beaucoup d'éleveurs qui se fournissent ou d'éleveuses Mm. qui se fournissent d'occasion et ça fait vraiment réduire les charges. Donc, ouais, bah ça aussi, c'est l'aspect, si c'est en mécanique ou pneumatique, hein, aujourd'hui, avec le prix d'électricité qui a augmenté, le pneumatique, c'est un peu moins recommandé, mais pour des éleveurs qui ont la fabrique à côté des bâtiments d'élevage, ça peut être en fait fabriqué directement de la mélangeuse et envoyé directement au bâtiment. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez confortable. Mais oui, tout dépend après de ce qu'il y a, quoi, au niveau stockage. Mais la fabrique en elle-même, enfin, le cœur de fabrique, c'est moins de 50 000 euros, ça, c'est sûr. Ok. Effectivement, je vois dans les questions qu'il y en avait qui se posaient ces questions-là. Et quelles sont les tailles minimum que vous avez pu voir, que ce soit en volaille de chair ou en poule pendeuse, pour qu'une petite FAF, elle soit rentable? Est-ce que vous avez vraiment des élevages tout petits ou pas forcément? Ah Je veux bah, dire, à partir de quel élevage ça peut être intéressant? Ou est-ce que en dessous de 250 poules pondeuses, j'exagère, là, ça vaut pas forcément le coup? bah, tout dépend déjà de l'effectif. Déjà, si l'éleveur fabrique ses matières premières lui-même, s'il cultive ses matières premières, et tout dépend. Enfin, un éleveur qui a 250 poules pondeuses, s'il trouve quelque chose d'occasion, pourquoi pas. Mais dans du neuf, ça va être un peu plus compliqué. Mais on a des élevages en minimum en bio qui montent des fabriques aujourd'hui. C'est en poules pondeuses, c'est 3000. 3000. J'ai des éleveurs en bio. Je parle de bio parce que j'ai pas mal de clientèle bio, moi, sur mon secteur, où c'est ils fabriquent entre 8000 volailles de chair par an. Donc, c'est des petites fabriques de 500 kilos, soit d'occasion. Neuf, honnêtement, on n'en a pas beaucoup non plus des neufs, quoi. Parce que c'est quand même c'est assez coûteux. Après, pour faire le calcul, nous, on part approximativement qu'une poule pondeuse mange 42 kilos l'année, bah, sur son temps de production. Donc, on fait des calculs tout bêtes pour savoir combien de tonnage font à l'année. Donc, après, on fait le coût ce que ça pourrait nous coûter. Qu'est-ce qu'on fabriquerait sur une année pour savoir quel type de fabrique qui nous intéresserait, quoi. Parce que le but, c'est que ça soit rentabilisé aussi, que ça soit pas un malus pour vous, entre guillemets, quoi. Ok. Mais Merci. aujourd'hui, on est Une capable. autre. Ouais. Dis, Aujourd'hui, on vas-y, est vas-y. capable de vous mettre en lien. Nous, notre rôle, c'est que sur le terrain, on voit beaucoup, beaucoup d'éleveurs. Aujourd'hui, on est capable de vous mettre en lien avec d'autres éleveurs
pour du rachat de matériel d'occasion, hein. Il y a beaucoup d'éleveurs qui vendent leur fabrique d'occasion aujourd'hui. Donc, voilà. Merci. Une autre question par rapport aux échantillons, que tu parles des échantillonnages à faire et à garder pour 5 ans. Ces échantillons, à qui ils servent? C'est pour quel contrôle? Alors là, c'est un planté complet, là. J'ai un, j'ai le réseau qui a loupé là. Est-ce que tu vas répéter? Pardon. Ma question, c'était les échantillons à faire et à garder pendant 5 ans. À qui sont-ils destinés? C'est-à-dire que Donc, qui vient les contrôler? alors, ben, c'est les organismes, ça peut être les organismes bio. Après, c'est s'il y a des soucis, par exemple, sur un lot où il y a des rappels sur, sur des lots. Enfin, les organismes, je ne saurais pas vous dire exactement le nom, mais c'est bon, c'est des choses que tout fabricant d'aliments doit faire, hein. Nous, on le fait aussi de notre côté. Sur toute fabrication, on garde des échantillons, quoi. Enfin, c'est du, comment dire, c'est la législation, quoi. Enfin, c'est pas, après, les contrôles, est-ce qu'il y en a, il y en a pas, je sais pas. Aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Après, c'est conseillé quand même. Parce que s'il y a un souci, ça permet de réagir assez rapidement, de trouver la matière première qui a été concernée, et voilà. C'est surtout sur ça. Ok, je regarde les autres questions, mais je vois qu'il y en a qui ont répondu. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Euh, Moi, je me pose la question et je pense que Pierre-Nicolas Grisel répondra aussi, mais c'est intéressant d'avoir l'avis d'un peu tout le monde. Combien de temps on met pour faire une ration? Parce que là, je sais que tu parlais de 20 minutes pour le mélange, mais le tout, c'est-à-dire quand on arrive quand on a ces volailles, quand on arrive et qu'on veut faire qu'on veut faire sa ration, combien de temps ça nous prend? En Et globalité, aussi combien de temps en une semaine? Bon, après, je sais que ça va dépendre des silos, etc., mais combien de fois il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire tous les jours? Est-ce qu'il faut le faire une fois par semaine et après on est tranquille? en fait, tout dépend des équipements et de comment les personnes fonctionnent. Donc, il y en a, ils font de la fabrication au jour le jour. Après, c'est vrai que ce qui est agréable de fabriquer le jour, c'est d'avoir un aliment le plus frais possible. Mais d'autres vont fabriquer et stocker ça pendant un mois dans les silos. En fait, tout dépend. Enfin, le temps, c'est très compliqué de gérer ça. Le temps le plus long à passer, c'est au niveau de la réception, stockage des matières premières. Et après, si c'est automatisé ou même en manuel, tourner les boutons, après, c'est vrai que les fabriques, elles tournent plutôt toutes seules la nuit au niveau des coûts en énergie, quoi. Mais enfin, temps de mélange, ça, je peux répondre, mais après, en temps de global, je ne peux pas dire de bêtises, quoi. Tout dépend de l'installation, quoi. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Eh bien, sinon, on va pouvoir passer à Pierre-Nicolas Grisel, si tu es là. Euh, je pense que oui. Il faut juste que tu mettes ta caméra. Hop, et surtout que tu Oui, mettes le oui, tu son. m'entends pas? Ouais, tu Oui, m'entends ou pas là? Oui, oui, très bien. Par contre, Thomas Minutilo, est-ce que tu peux enlever ton partage? Voilà. Alors, il faut que je te mette en avant pour tout le monde. Voilà. Bon, eh Bon, bien, je te laisse la parole. bah écoutez, bonjour. Donc moi c'est Pierre Nicolas, je suis éleveur à Milly-la-Forêt dans le sud de l'Essonne, à côté de Fontainebleau. Donc je suis éleveur bio depuis exactement 8 ans. Donc je me suis installé ici donc j'ai une production de poulets qui fait environ entre 250 et 350 poulets par semaine. Je fais quelques poules pondeuses, j'en ai une cinquantaine. Voilà, le plus gros de la production, c'est vraiment le poulet de chair, donc que j'élève sur place, que je démarre et que j'élève pendant au moins 100 jours. Voilà. Après, ça dépend des cas, mais c'est de 100 à 120 jours et plus pour les races anciennes. Comment dire, sur la ferme, donc voilà, donc j'ai la fabrique d'aliments
qui est derrière moi depuis 2018. Donc, ça doit faire 6 ans qu'elle fonctionne. Au début, j'ai fonctionné avec donc une usine de fabrique, une usine d'aliments qui se trouve en Bretagne. Donc, je faisais venir des big bags d'aliments. Et finalement, bah voilà, j'ai monté cette fabrique grâce à des subventions et parce que le besoin se faisait de devenir un peu plus indépendant. Voilà, au niveau de mon travail. Alors, qu'est-ce que tu veux, Claire, tu veux que j'embraye sur quoi exactement? Mhm. Tu peux nous parler de bah, là, ta fabrique, comment ça marche? Est-ce que. Alors, déjà, juste avant, tes matières premières, d'où elles viennent? Est-ce Ouais. que c'est d'un céréalier? Tu les achètes à qui? Alors, sur les matières premières, donc, je peux stocker environ 8 ingrédients. Il y a, donc, on va dire, de manière assez simple, il y a le maïs, le triticale, le pois, tourteau de soja, tourteau de lin, la levure de bière, les minéraux et du carbonate de calcium pour les poules pondeuses. Voilà, ça c'est principalement les ingrédients que j'ai, que je peux stocker sur place, dans les cellules et dans les silos en toile et dans les trémies là, rotomoulées. Voilà, je vous montrerai Et ils après. viennent d'où? D'où Alors, viennent-ils? le, ouais, le triticale vient de mes voisins, donc je le réceptionne à la moisson directement. Donc j'ai la chance d'avoir des voisins qui sont céréaliers bio. Le maïs, je le prends à la coopérative et le pois, ça dépend. Ça peut être les voisins, ça peut être un courtier, ça peut être la coopérative. Voilà, parce que moi je ne suis pas producteur de céréales. Je suis installé sur 5 hectares et demi. Donc voilà, j'ai fait le choix. Bah, c'est une petite ferme à reprendre. Donc j'achète mes céréales en direct auprès de mes voisins pour quasiment 50%. Et le reste, bah, je m'approvisionne en local, donc en régional sur l'Île-de-France. Et bah, quand je peux pas, en France, un peu plus loin. Par exemple, le lin, bah, il y a personne qui en fait ici. Voilà. Comment dire, donc le triticale, le maïs, c'est pareil. J'ai pas de voisin qui a de séchoir, donc bah, je le prends directement à la coopérative. En fonction des besoins, je les stocke directement dans les cellules. Alors, c'est des cellules qui sont ventilées. Là, on le voit. Là, il y a des petites trappes comme ça en dessous sur lesquelles je peux brancher des ventilateurs. Donc, en fait, à l'intérieur de la cellule, vous avez un venticone, comme disait Thomas tout à l'heure. Donc là, on le voit pas dans la cellule parce que la cellule, je les ai construites sur la dalle en béton de la ferme. Donc je les ai montées moi-même avec un peu d'aide, forcément. Mais toute cette partie-là, toutes les cellules, là, les monter, c'est facile. Ça prend du temps, mais c'est facile. Donc j'en ai 4 comme ça et elles sont posées directement sur la dalle et le venticone, il est à l'intérieur. Voilà, ce qui permet de ventiler toutes les cellules avec un ventilateur qui tourne en fonction des besoins. Voilà. Si c'est à la moisson, j'ai 2 sondes, j'ai 2 thermomètres qu'on plante dans le grain, en fait, et dans lequel, voilà, où on mesure finalement la température du grain voilà, pour éviter la surchauffe et mettre le grain à température après la moisson. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vois pas les questions. Alors, Claire, je te laisse me. Pas de souci, pas de souci. Au niveau de l'équipement, comment ça marche? Là, le camion, Alors, pour réceptionner les grains, c'est comment? alors, Là, c'est ouais. des vis montantes? Alors, bah, attendez, la réception, donc, ça va bouger un peu. Hop là. La réception, ça se fait sur le côté, là. Alors, voilà. Donc, la réception, vous avez une trémie mobile, comme disait Otis Thomas. J'ai fait cela parce que, en termes de Attention, passage et ça d'encombrement, capte plus. Pierre-Nicolas, on voit plus d'image. On n'a plus d'image. On a du son, mais de l'image, mais pas de l'image. Je vais y arriver. ça capte pas bien. Ouais, là, on t'entend plus. Tu me C'est colles. bon. Ouais. Là, on t'entend. Oui, bah, du coup, je me suis Donc, tu peux déconnecté du pas bouger. Wi-Fi. Ouais. Vous avez vu ou pas la trémie mobile? Non?
Absolument pas. Après, tu nous dis juste Oui, voilà. comment c'est, Bon, c'est ça une va. trémie mobile de marque de Nice et qui en fait permet de se rabattre directement que j'ai installé sur le pignon du bâtiment. Donc là, vous voyez tout en haut, vous avez une vis là, vous avez une vis horizontale qui est installée à 7 mètres de haut. Et tout au bout, elle est en fait reliée à l'élévateur et l'élévateur à la trémie. Ce qui permet, moi, quand j'ai un camion de grains ou des big bags à vider, eh ben, ça se fait directement dans la trémie mobile. Alors pour un camion de 30 tonnes, oui, ça prend un peu de temps parce que l'élévateur, c'est pas du gros débit et la vis horizontale là-haut non plus. Donc en fait, tout ça, ça limite un peu le temps de déchargement. Et ouais, il faut deux bonnes heures pour décharger un gros camion en fonction de ce qui transporte. Ça peut aller plus vite pour d'autres trucs. Mais voilà. Et à chaque fois que j'ai un chargement, bah, ça passe par la trémie mobile, ce qui m'évite, moi, après, de manipuler quoi que ce soit à la main. À part les sacs de 25 kilos que je vide dans les trémies rotomoulées, là, c'est la seule manutention que je fais. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Parce qu'après, Ok. la fabrique en elle-même, une fois que c'est stocké, chaque vis de reprise va aller prélever dans les cellules et dans les silos ce qui a été, enfin, la quantité, le volume qui a été calculé à l'avance dans le logiciel qui est juste là, dans l'ordinateur, va prélever exactement le poids nécessaire à la fabrication de la ration que je lui ai demandé de faire. Voilà. Et donc, parce que l'ensemble de la fabrique est posé sur un châssis, ici, qui est pesé. Voilà, il y a 4 petits pesons, et l'ensemble est pesé, et le poids s'affiche là sur le moniteur. Donc Ok. après, en termes de recettes, je peux faire sur ce type de fabrique, il y en a qui fonctionnent différemment, mais sur ce type de fabrique-là, j'ai donc voilà, vous avez le poids qui s'affiche et je peux choisir la recette que je veux faire. Donc j'en ai 8 ou 9 et en fonction de ça, les ingrédients sont prélevés dans chacune des cellules. Pierre-Nicolas, on n'a plus d'image, mais Oui, voilà, bon, ok, bref. donc Ça s'est un peu déconnecté encore une fois. c'est pas grave, on t'entend. Du coup, oui, j'ai une question. Combien de temps tu mets pour faire une ration? Et est-ce que tu en fais tous les... Parce que je vois que tu fais plusieurs rations, je pense, en fonction aussi de tes lots et de tes espèces aussi, en fonction des poules pondeuses ou volailles de chair, et puis en fonction de l'âge. Ouais, combien tu fais et combien ça te prend de temps pour faire une ration et tous les combien tu fais des rations? Alors moi je fabrique mes rations tous les lundis pour y voir clair dans la semaine et pour éviter de me faire déborder par le travail en fait dans le reste de la semaine. Donc c'est-à-dire que tous les lundis, toute la journée quasiment la fabrique fonctionne. Je la fais même fonctionner même le dimanche soir pour gagner du temps sur le lundi matin parce que je suis pas enfin c'est légèrement automatisé mais pas complètement. Donc c'est une fabrique qui fonctionne 500 kilos par 500 kilos. Donc elle va faire des rations de 500 kilos qu'elle va évacuer. J'ai une petite distributrice qui s'attelle à l'arrière du tracteur pour aller amener ça au pied dans les cabanes des poulets. Et voilà. Et en fait, je suis aussi limité par ça. C'est-à-dire que bah, ça fabrique un aliment pendant à peu près 30 minutes. Il y a effectivement 10 minutes de mélange, plus la vidange ensuite du mélangeur. Donc, il faut compter ouais, 45 minutes pour fabriquer une demi-tonne, fabriquer, vider. Et ça peut être, bon, sur un élevage comme le mien, on va fabriquer 3 tonnes par semaine, quoi, d'aliments, au maximum. Et puis, donc voilà, par exemple, si j'ai des poussins qui arrivent, bah, je vais fabriquer 500 kilos d'aliments de démarrage. Et dès qu'ils auront tout mangé, bah voilà, je passerai à un aliment croissance. Et cet aliment croissance, je vais le donner pendant un certain nombre de semaines. Et après, je passe à un aliment finition. Quand les poulets sortent dehors, qui sont assez grands. Et après l'aliment finition, je fais un autre aliment de finition, lui, que je donne pendant les 3 dernières semaines pour pouvoir finir l'animal, en fait, tout simplement.
mais c'est surtout l'entretenir sans forcément lui donner plus de poids, mais lui apporter un peu de gras, sans pour autant avec un aliment qui me coûte le moins cher. Voilà, parce qu'on a atteint le poids désiré, mais on veut juste la bonne finition. Et pour ça, c'est pas la peine de se ruiner dans un aliment qui coûterait trop cher. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque ingrédient, tous les ingrédients n'ont pas le même prix. Ça, c'est la partie, en fait, enfin, j'ai pas entendu là pendant la réunion, mais voilà, quand on est fabricant, quand on est faffeur, comme disait Thomas, les, on n'a plus ce problème de se dire, voilà, on, on achète l'aliment à l'extérieur et puis basta. Non, là, il faut à la fois gérer le stock d'au moins 8 matières premières. Donc ça peut être un peu, ça, c'est une bonne charge mentale parce que les silos à moitié vides, qui se vident à toute allure, vite on le rappelle, oh, on ne trouve pas. Donc ça, c'est un peu compliqué à gérer. Mais au final, voilà, on maîtrise les coûts parce qu'on sait à qui on l'achète. On peut l'acheter à droite, à gauche, trouver le moins cher, trouver le plus proche. Enfin voilà. Après, en termes de logique, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est l'indépendance. Et effectivement, c'est assez intéressant. Et après, bon, en termes de prix, par exemple, le tourteau de soja, ça coûte très cher. Le tourteau de lin, c'est pareil, ça vaut le prix du soja. Le maïs, bah, même le blé, le triticale, tout ça, c'est un peu, les prix se sont envolés là à la fin de l'année. Donc, parce qu'en bio et parce que la récolte n'a pas été bonne. Mais il y a 2 ans, quand on était plutôt dans il y a 2 ans, c'était tout l'opposé. On était en surproduction, il y avait du C2, on pouvait voilà faire de l'aliment à moins cher. Là, on est plutôt dans une phase où l'aliment est assez cher, un peu comme quand je me suis installé. Euh, voilà. Super. Mais, Pierre-Nicolas, mais ouais, ah oui, vas-y, pardon. Fini, et mais j'ai deux ouais, questions. Vas-y, juste pour vas-y. dire, mais ça reste quand même, pour moi, économiquement parlant, ça reste quand même plus intéressant de le faire moi-même et d'acheter mes ingrédients à droite à gauche que d'acheter un aliment tout fait. Ça, c'est sûr. Je gagne environ, bon, on reparlera des chiffres, mais je gagne quasiment 10 à 20% du prix auquel je l'aurais payé ailleurs. Voilà. Ouais, bah, c'était une des questions, c'est-à-dire que quelle est la différence en fait quand tu achetais l'aliment et quand tu vas, toi, aller Ouais. faire ton propre aliment, quoi. Donc tu disais 20%, 10 à 20%, ça doit dépendre des années euh, de différence. Il y a une question qui a été posée, c'est pendant les 45 minutes de fabrication, est-ce que tu es obligé d'être devant ton silo et de vérifier tout? Ou est-ce que tu Non. peux aller en profiter pour aller nourrir les petits poussins ou... Oui, oui, c'est ce que je fais. En fait, quand je lance la fabrique, donc bah, elle va se remplir déjà, elle va se remplir parce que pour prélever 500 kilos, ça se fait pas tout de suite. Donc ça prend quasiment ouais 10 minutes, un quart d'heure pour prélever les 500 kilos, pour les broyer. Donc pendant tout ce temps-là, en fait, il y a rien à surveiller, ça se fait tout seul. Donc moi, oui, là, je vais évacuer. En fait, je vais aller vidanger ma distributrice dans une cabane plus loin, nourrir, et je reviens. Et pendant ce temps-là, bah, elle a fini de broyer, elle est en train de mélanger. Et à ce moment-là, j'attends 2 secondes le temps que vérifier si tout va bien. Mais là, quand il y a aucun problème, non, ça tourne tout seul. Après, il peut y avoir des soucis à droite, à gauche, mais non, il y a pas de, je suis assez, je peux faire autre chose pendant ce temps-là, ouais. D'ailleurs, c'est aussi la journée où je fais un peu de bureau parce que finalement, là, pendant une demi-heure, le temps que la ration se tourne, je peux très bien, voilà, je peux aller gérer autre chose, faire les factures et vous voyez. Donc ça me dégage un peu de temps à chaque fois, ouais. Mais bon, voilà, on reste à côté, hein. C'est-à-dire, Juste je avant de pars pas. parler chiffres, parce que je pense que les chiffres Oui. vont intéresser tout le monde, euh, aujourd'hui, après tes 6 années d'expérience en FAF, qu'est-ce que tu trouves vraiment bien sur ta FAF ou qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu améliorerais? Ou si là, il y a un jeune ou pas jeune voulait s'installer et faire une FAF, qu'est-ce que tu lui conseillerais par rapport à la tienne? Euh, alors, je regrette pas d'avoir mis les venticones déjà. Pour pouvoir ventiler le grain, surveiller effectivement surveiller la température, surveiller enfin, il peut y avoir de la contamination au charançon, surveiller tout ce genre de choses. On peut gérer ça parce qu'en bio on n'a rien, hein, pas d'insecticide pour se débarrasser de tout ça. Donc, mais on peut en ventilant, on peut quand même. Donc c'est des petits investissements qui permettent quand même de gérer, d'être serein par rapport à ça. Je suis très content d'avoir mis en place le chargement des cellules par le haut. C'est-à-dire que donc on passe par l'extérieur avec la trémie mobile, ça remonte avec l'élévateur et ça arrive dans les cellules par gravité par le haut. Parce que ça me fait gagner un temps fou pour le chargement de toutes mes cellules.
Qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Bah, en 8 ans, là, il n'y a pas grand-chose qui a cassé à part deux, trois roulements, mais ça se remplace. Euh, Là, mon problème actuel, c'est surtout la toiture du bâtiment, mais ça, c'est autre chose. Comme disait Thomas, il faut surveiller les oiseaux. On est dans un hangar. J'avais pas autant de moineaux quand je me suis installé. Là, j'en ai beaucoup trop. Et mais bon, alors, changer une toiture, ça coûte un bras et voire les deux. Et donc là, ce sera l'investissement, je pense, de l'année 2025. Et je vais me le payer en y mettant des panneaux solaires. Voilà. Et donc ça va être parce que là, les moineaux, en fait, ils nichent partout dans ces vieilles toitures. Et c'est pas possible, quoi. Et vu que c'est un toit amianté, faut penser à tout ça, mais on peut pas changer un toit amianté comme ça. Donc c'est très lourd et voilà, quand vous avez effectivement du grain qui traîne dans un hangar, bah là les piafs, je vais en avoir une centaine, hein. Et quand on sait que c'est des relais de toutes les maladies et la grippe aviaire en particulier, donc ça peut être enfin c'est un point négatif qui est très bien identifié par les services vétérinaires et notamment des DPP, ils le savent. Comment dire après ce que je pourrais changer? On n'a pas parlé du toastage du soja parce que j'ai assisté à plusieurs réunions par rapport à ça. En France aussi en bio, on a une filière soja bio qui se met en place au sein chez certains céréaliers. Moi, j'ai mes voisins qui en font tous les ans maintenant. Ça rentre dans l'assolement et ceux qui me font le triticale, ça peut être 10 hectares hein, quasiment. Et moi, les 10 hectares de soja, je peux les prendre parce que ça me remplacerait mon tourteau. Et au lieu de payer le tourteau entre 1100 et 1200 euros la tonne, j'achèterais le soja, la graine de soja, entre 600 à 800 euros la tonne. Mais derrière, il y a un process à faire. Et c'est le toastage de la graine. Voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est pour enlever les facteurs antinutritionnels. Donc on toast, on chauffe la graine. Alors je sais plus à quelle température, mais je crois que c'est je sais plus. D'ailleurs, j'ai oublié. Et pour aller casser ces molécules et faire en sorte que la graine de soja soit comestible par les poulets. Et voilà, donc c'est plus gras que le tourteau, mais il y a la protéine. Donc c'est à voir. Et ça, c'est un truc, là, pour le coup, pour le mettre en place, c'est un peu compliqué. Mais ça me plairait de m'atteler à ça peut-être dans les 5 prochaines années. Ce serait d'avoir une cellule à graines de soja et ensuite une vis de reprise pour aller le faire toaster et le mettre, ou alors le faire tout de suite à la moisson et puis ensuite le stocker comme ça. Voilà. C'est des choses à réfléchir. Oui, Je sais pas effectivement. si vous Et je avez des pense que tu questions. n'es pas le seul à réfléchir par rapport à ça, c'est-à-dire au toastage de soja. Ça pourrait être intéressant peut-être de vous mettre à plusieurs, etc. Parce que la machine en elle-même coûte pas forcément si cher si vous êtes à plusieurs, mais c'est assez technique de toaster Hmm. du soja. Mais après, ça peut être des choses qui, et s'il y a des entreprises Bah oui, je les connais. pour Ouais, le... ouais. C'est des entreprises qui font des chantiers mobiles. Ils arrivent avec la remorque et puis voilà. Mais c'est Mm, plutôt ils arrivent chez certains céréaliers, ils font le tour des céréaliers qui ont du soja, ils toastent la graine et puis voilà, hein. Après voilà, ça fonctionne au fioul quand c'est mobile. C'est après, mais je sais qu'il y a des petits toasters qui existent. Hmm. Et qui peuvent être merci. électriques. Voilà. Oui, oui, aussi, oui, oui. On va pouvoir parler, pour finir, sur la partie économique. Est-ce que tu pourrais nous donner, si c'est pas indiscret, ton chiffre d'affaires? Combien tu as payé Enfin, le chiffre d'affaires de ton exploitation, c'est plus pour que les participants puissent se rendre compte par rapport Mhm. aussi Oui, à... oui, Et combien tu as pareil. payé ta FAF? Et est-ce que, au niveau des amortissements, est-ce que tu continues à la payer, etc. Mhm. Alors là, le chiffre d'affaires de la ferme, il doit être autour de 300 000 euros, tout compris, parce que j'ai aussi j'ai un verger avec un peu de fruits, de jus de fruits, une activité d'accueil à la ferme, donc j'ai tout ça. Mais sur l'activité vraiment, oui, poulet, on est ouais, à 250 000, je pense. Les, les, le, la FAF en elle-même m'a coûté en tout, hors taxe, avec le montage, une partie du montage, parce que j'ai fait 90% moi-même. Mais on est à 65 000, je crois, 65 000 euros en 2018, à l'époque où ça coûtait Comptant pas les trop cher, aides ou sans les aides? sans les aides, ça. Ok, ok. Oui, sachant que là, on a bien monté au moins de 15%, je pense. Oui, oui, C'est oui, pour en avoir plutôt discuté avec certains, les devis bon. ont un peu, ouais, ouais. Ça a beaucoup grimpé. Donc c'était à 65 000, 70 000 euros, et là-dessus j'ai eu, comme en Ile-de-France, je crois au moins 50% d'aide.
Il Et y c'est avait pour une ça que question aussi. ouais. Oui. Non, non, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, pardon, vas-y, vas-y. Par rapport à la surface de ton hangar, est-ce qu'il y a une surface minimum, enfin toi, par rapport à ta production, combien Alors, là le, t'as besoin? le hangar en lui-même, il doit faire il fait 10 mètres de large, et l'espace dans lequel on se trouve ici doit faire 25 mètres de long. Donc il y a 250 mètres carrés, mais c'est occupé là, on le voit pas. Là, j'ai mon magasin, là, j'ai une chambre froide pour les pommes. Et toute cette partie-là, en fait, j'ai essayé de mettre toute la fabrique euh, au fond du bâtiment. Donc là, vous avez une cellule, la petite cellule où il y a le poids, donc qui peut contenir à peu près 12 tonnes de poids. Et derrière, vous avez trois, on les voit pas trop là, on les devine, il y a trois cellules de 30 tonnes. Donc je peux stocker 90 tonnes de céréales derrière. Donc il y a les trois grandes cellules qui sont cachées et les deux silos en toile là, qui sont voilà. Donc tout ça au sol, ça doit prendre, je sais pas trop calculer, mais ça doit prendre un bon 50 mètres carrés. Et on a tout tassé dans un coin parce que justement pour le remplissage, bah, c'était plus pratique de tout mettre au fond et comme ça je gardais la place pour circuler et puis pour faire autre chose quoi. Après il y a la hauteur aussi qu'il faut penser parce que là le hangar est assez grand. Euh, voilà. Parce que pour le remplissage par le haut, oui, même si la cellule fait 5 mètres de haut, il faut pouvoir, par gravité, voilà, il faut que la vis, faut aller beaucoup plus haut que 5 mètres pour pouvoir la remplir par le dessus. Merci, Euh, merci. ouais. Une dernière question, puis après peut-être que d'autres personnes auront des questions. Euh, Comment tu fais ta ration, ta composition de ta ration, par qui es-tu accompagné? Alors, j'ai commencé avant d'être conseiller ou d'entourer par des commerciaux, etc. J'ai commencé moi avec, c'était la Chambre d'agriculture du Pays de la Loire qui avait monté un logiciel Avifaf, je crois que c'est ça, hein, qui était payant, fallait payer 42 euros par an, et donc qui avait monté un logiciel spécialement dédié au montage au calcul des rations pour les producteurs bio. Et donc j'avais fait, donc on rentrait tout, hein, on rentrait la matière première, son prix. Voilà, si c'était bio, si c'était C2, si c'était pas bio, parce qu'il y a 5% toujours, notamment dans les minéraux, tout ça, tout ce qui est pas. Bon, bref, on rentrait tous ces paramètres et la machine calculait la ration en fonction de l'âge des poulets et de leur nature, si c'était de la poule pondeuse ou du poulet de chair. Et donc, donc voilà, j'avais fait toutes mes rations grâce à ça et c'est toujours celle que j'ai aujourd'hui. Voilà. J'avais remis un peu à jour les trucs, mais depuis, je me suis basé là-dessus. Après, il y a aussi l'expérience qui fait que, bah voilà, on voit bien tel paramètre, on va le changer un peu comme ça parce que tel aliment voilà, le prix de l'aliment s'est un peu enflammé, donc on va diminuer légèrement. Enfin, on adapte un peu pour garder un prix d'une ration qui soit assez constant dans le temps, quoi. Mais c'était très bien. Je sais pas si ça existe encore à Vifaf, mais ça permet d'être tout seul dans son coin et de potasser un peu ses rations, de voir comment ça marche et d'aller assez loin dans la compréhension de ce qu'on fait, de ce qu'on donne aux animaux, parce que voilà, on parle pas juste de protéines, on parle d'acides aminés, on parle de, voilà, on sait si on fait un aliment qui est carencé potentiellement ou pas, et donc c'est ça c'est ça qui était intéressant, je trouvais. Sachant que tous les aliments qu'on fabrique ici, ils sont forcément carencés. Hein. Ça, j'ai jamais réussi à faire une ration équilibrée. Voilà. Mais ça, c'est voilà, on nourrit des poulets qui sont omnivores avec un aliment qui est 100% végétal. Donc, à moins de mettre des tas de compléments, on n'y arrivera pas. Mais Alors, vu qu'on est en bio, une- je continue, on a des parcours et c'est là où en fait tout se rattrape. Enfin, c'est comme ça que j'analyse la situation. Bien dit. Une dernière encore, une question. Est-ce que c'est rentable quand tu dis qu'il y a à peu près entre 10 et 20% de différence par rapport à l'achat de l'aliment, par rapport à tes 65 000 € d'investissement? Est-ce que tu trouves que Oui, tu es rentable? oui, non, mais largement. Bah, 65 000 euros d'investissement, moins la moitié de subvention, c'est Oui, 30 000 oui. euros. Si on l'amortit sur 10 ans, 3 000 par le nombre de tonnes qu'on fait par an, on va dire on fabrique on va dire 100 à 150 tonnes par an.
Oui, je sais plus ce que ça reviendrait à la tonne. À la tonne, ce que ça va revenir, moi je suis à 30 euros du coup, c'est ça? Je me suis un peu embrouillé dans mon calcul, mais ce sera pas grand-chose. Donc et encore, ça c'est sur 10 ans, donc sur 20 ans, non, non, non. Et plus les économies qu'on fait sur la totalité, moi je produis un aliment qui est en moyenne à 530 euros la tonne, tout compris. C'est-à-dire, quand je parle de 530 euros la tonne, c'est un aliment bio, c'est la moyenne, comment dire, de l'aliment démarrage, l'aliment croissance et l'aliment finition sur la totalité de vie de l'animal. Donc voilà. Mais aujourd'hui, j'ai plus les prix de l'aliment dans le commerce. Je sais plus combien ça coûte. Mais à l'époque, c'était à 600, vous voyez. Donc moi, j'étais tombé à 500 et depuis, j'ai réussi à maintenir une ration qui est toujours à ce prix-là. Donc ça a un peu augmenté, c'est monté à 540, 570, c'est un peu redescendu, mais voilà, ça s'est jamais enflammé. Donc ça, je maîtrise totalement ce coût et ce qui me permet aussi derrière de pas augmenter mon prix du poulet du jour au lendemain de 40%, quoi. Donc voilà, c'est cette stabilité qui économiquement après se répercute jusqu'au client final. Donc ça, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, je pense que je suis toujours moins cher que l'aliment fabriqué dans les usines en bio. Si certaines personnes veulent intervenir, n'hésitez pas. Euh, Parce que je vois qu'il y a plusieurs questions, mais par rapport à la dimension de ton exploitation, mais ça on l'avait dit, il y a 4 hectares, et puis en volaille, tu avais dit 4 000, mais c'est 4 000 abattus chaque semaine, et en poule pondeuse, Non, tu as non, dit moins de 300, 50. 300. 300 Oui, volailles pardon, abattues chaque 300, semaine. alors j'ai mis n'importe quoi. Ok, donc on est sur un système de vente directe, etc. On n'est pas non plus sur un énorme système, parce que là c'était une question. Est-ce qu'il existe des systèmes plus fermiers? Je pense que ton investissement, Alors il est quand moi, même assez... mon élevage c'est un élevage plein air, fermier. Je suis tout seul sur l'exploitation, j'ai pas de salariés. Donc on n'est pas du tout sur une grosse exploitation, hein, 5 hectares et demi. Ça reste du petit élevage de poulets, hein. Voilà. Par contre, sur les poules pondeuses, je vous dis, j'en ai 50, c'est juste pour la vente à la ferme. Moi, je vends tout en circuit court. C'est facile, c'est moi qui fais tout. Donc, tout est vendu en circuit court, en direct à la ferme aux AMAP. Et mes clients, oui, c'est des restaurants, c'est des magasins bio, magasins Biocoop. Donc, tout ça, ça reste que du circuit court. Voilà. Mais voilà, ma ferme, je suis indépendant surtout. Je suis indépendant dans ma manière de commercialiser. Je vends pas mes poulets par exemple, à un abattoir ou à un grossiste. C'est moi qui commercialise tout moi-même. Et l'aliment, c'est moi qui le fabrique de A à Z, en choisissant les céréaliers et les coopératives avec lesquelles j'ai envie de travailler. Mais non, non, on n'est pas du tout sur un modèle industriel. Donc, vous voyez, enfin, juste pour récapituler, du coup, ton coût, il est plus bas. Alors peut-être que si on était vraiment industriel, on pourrait avoir un coût encore plus bas, mais il y a aussi une Oui, valorisation parce qu'on est en vente directe. Donc peut-être que Pierre-Nicolas, tu peux aussi te permettre de avoir un aliment un peu plus de qualité, des choses comme ça, parce que derrière, bah, il y a cette valorisation. Même si on se rend compte que les coûts, ils sont moindres, même qu'on soit en intensif ou non. grâce à la FAF. Oui, 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 grâce à la FAF. Je parlais Ouais. pas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que c'est bon. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites dire en plus auquel tu Non, n'aurais non, pas bah, je ne sais dit? pas si je suis passé à côté de quelque chose. Non, mais en tout cas, c'est vraiment un outil d'indépendance. Alors, cette fabrique-là, moi, j'ai fait des stages chez d'autres éleveurs, j'ai vu d'autres fermes. Où on est à peu près dans ce niveau. Enfin, ça correspond à mes besoins, si vous voulez. Ça correspond exactement à mes besoins. C'est ni trop grand ni trop petit. Et j'ai vu des phares plus petites que ça, moins automatisées, plus automatisées. Mais voilà, il faut quand même, il faut aller chez les éleveurs faut en avoir vu trois ou quatre pour voir un peu où est-ce que vous voulez aller, si vous souhaitez partir là-dedans, pour vraiment le dimensionner au plus juste. Et ne pas négliger l'aspect ergonomique d'une fabrique d'aliments, même de l'élevage. Je ne sais pas s'il y a des porteurs de projets là-dedans, mais après, c'est de l'élevage où l'ergonomie, aller nourrir ces animaux, bah, ça prend, voilà, c'est lourd, ça prend du temps, mais c'est aussi porter beaucoup de choses. Et donc, moi, j'ai fait le choix d'avoir quelque chose d'assez léger,
parce que je porte 3 fois rien. L'aliment, après, il est distribué dans des silos en extérieur. C'est pareil, je porte rien. C'est une distributrice qui me l'amène de la FAF au champ, quoi. Donc c'est ce système-là que la FAF me permet de faire. Donc j'économise de l'énergie physique et voilà. Et c'est le plus de la FAF. Et ça, on n'y pense pas forcément. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Pierre-Nicolas. Bah Et de rien. puis, bah, j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Et surtout, bah, n'hésitez pas à voir, comme tu l'as dit, plein d'autres éleveurs. Et puis, si vous avez des questions au niveau ration, etc., vous pouvez aussi vous pouvez contacter Clémence de l'ITAB. Je sais que le logiciel Avifaf, le lien ne marche plus, mais après, je vais me renseigner, peut-être vous envoyer s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, l'ITAB, ils en ont un aussi. Donc, à voir. Et puis Ok. après, bah, Vetagri et puis d'autres aussi peuvent proposer des formulations. Voilà, à votre guise, en fonction de chaque système. Bah, est-ce que j'ai des demandes de mes voisins? Voilà, moi je suis pas une fabrique d'aliments pour vendre de l'aliment à droite à gauche. Je fabrique pour moi-même. Donc c'est le consommateur final, c'est mes poulets. Et là, en l'occurrence, le voisin, c'est vraiment pour dépanner. Mais non. Après, moi, ce que je dis, même les particuliers, je le fais pas parce que c'est trop de contraintes. J'ai des demandes, mais franchement, ça, j'aime pas. Voilà, je fais pas. Et après, il faudrait une ensacheuse et tout. Non. Si je peux du coup compléter ça, en effet, c'est au niveau de la réglementation sanitaire. En fait, il faudrait mettre en place des mesures qui sont différentes. C'est tout un processus. En fait, à partir du moment où il y a de la vente pour un paire d'un aliment concentré, il faut Voilà. mettre en place les mêmes processus sanitaires qu'une fabrique d'aliments industriels. Du coup, c'est un dossier un peu plus lourd à porter. Donc, en effet, c'est plus difficile de faire à façon. Et par contre, pour des ateliers mutualisés, c'est un peu plus flou au niveau de la réglementation. Donc, il est possible, enfin, ça existe. Par exemple, si jamais ça vous intéresse, il y a un GIE dans le Var qui travaille sur un outil mutualisé entre plusieurs fermes et qui a été hébergé par un lycée agricole. Donc, voilà, faut contacter le GAB du Var et le GIE s'appelle Épi de Blé, je crois. Voilà. Et juste, Avifaf va être mis à jour. On y travaille là avec la Chambre de Pays de la Loire et nous, ITAB, pour faire une mise à jour qui devrait être disponible à partir de 2026. Très bien. Alors, on a encore deux petites questions après. Est-ce qu'on peut pas mutualiser deux fermes ou plusieurs associés de différentes fermes pour faire une FAF? Et donc ça, bah, je pense que oui, hein, du moment qu'on fait les dossiers et qu'on suit les règles. Le souci, c'est de trouver deux éleveurs compatibles, c'est ça, mais après, ça se trouve. Et est-ce qu'on pourrait quand même imaginer, pareil, de mutualiser du toastage de soja, peut-être en cuma ou quoi? C'est des choses qui se font. Je sais que dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, ils le font. Ils ont une toasteuse Oui, ça se fait, qui hein. se déplace. Ils sont à plusieurs. Mais ça, renseignez-vous chacun dans vos régions. Mais c'est sûr que nous, par exemple, en Île-de-France, c'est pas le cas. Et ce serait peut-être intéressant de d'y réfléchir. Hmm. Voilà. Eh bien, bon, bah, eh bien, bon appétit à tous. Merci beaucoup. Et au plaisir pour d'autres sujets, d'autres thématiques sur l'aviculture. Voilà. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir, merci. Merci.